squelette est la charpente du corps humain. C'est grâce à lui qu'on peut se tenir droit, qu'on arrive à marcher, courir, mais pas que ça. Le squelette forme aussi des cavités qui sont de vrais coffres-forts d'organes précieux. Dans nos vidéos, on vous présentera deux de ces cavités qui sont le crâne ainsi que la colonne vertébrale. Maintenant, on va revenir à la réalité qui n'est pas si rassurante que ça. La boîte crânienne contient 8 os, alors que le massif facial en contient 14. L'ensemble forme le crâne. Pardon. Les 33 os de la colonne vertébrale commencent par l'Atlas qui soutient le crâne. Atlas, dans la mythologie grecque, est un dieu qui fut puni par Zeus en l'obligeant à supporter la voûte céleste pendant le restant de ses jours. Tu as fait une grosse tête. Oui. Le crâne est assimilé à une boîte qui contient et protège l'encéphale. Telle une boîte, il est constitué de deux parties. Un couvercle, qui est la voûte crânienne, elle est constituée de la juxtaposition d'os plats et minces, reliés entre eux par des sutures. La deuxième partie est le fond de la boîte. Le fond, qui est le plancher crânien, il est constitué cette fois-ci de la juxtaposition d'os épais et résistants, disposés en un système d'étages. Revenons maintenant à la constitution de notre voûte crânienne. La voûte, bien qu'elle soit mince, elle présente une grande résistance. Cette résistance est due à la disposition des trois couches qui forment chaque os plat. Donc, la couche la plus superficielle est la lame externe ou la corticale. La corticale reçoit un choc et le transmet à la partie sous-jacente. La partie sous-jacente, justement, est le diploé. Le diploé est un os spongieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne transmet pas le choc à la partie sous-jacente cette fois-ci, mais aux parties adjacentes. De ce fait, le coup reçu ne reste pas en un seul point. Au contraire, il se propage en une plus grande surface, limitant ainsi les risques de cassure. La dernière couche la plus profonde est la lame interne. Sur la lame interne s'insère la dure mère, qui est la couche la plus superficielle des méninges. Maintenant, on va étudier la voûte crânienne sur une vue exocrânienne. Comme on le voit sur une vue exocrânienne, cette voûte est globalement convexe d'avant en arrière. Elle est constituée par la superposition d'os plats et minces qui sont en avant l'os frontal, latéralement l'os pariétal de chaque côté et une partie de l'os temporal et enfin en arrière l'os occipital. Ces os sont réunis entre eux par des jonctions résistantes qui donnent à cette voûte crânienne sa rigidité et sa résistance. Ces jonctions sont appelées sutures. On a en avant, entre l'os frontal et les deux os pariétaux, la suture fronto-pariétale, appelée aussi suture coronale. Médialement, entre les deux os pariétaux, on a une suture qui s'étend d'avant en arrière, c'est la suture sagittale. En arrière, entre l'os occipital et les deux os pariétaux, on a la suture occipito-pariétale, appelée aussi suture lambdoïde. On a aussi une suture qui n'est pas en fait une jonction entre deux os distincts, par exemple tel entre le frontal et le pariétal. Elle est ici, elle n'est pas bien sûr visible, c'est la suture métopique qui s'étend jusqu'à la racine du nez. Celle-ci constitue le point de jonction sur la ligne médiane des deux hémifrontaux primitifs lors de l'évolution de cet os. Il y a aussi ce qu'on appelle des systèmes de jonction. Par exemple, c'est le point de réunion entre les différentes sutures. En avant, on a le point de jonction entre la suture métopique et la suture sagittale, qui est ce point qu'on voit ici. C'est ce qu'on appelle le point bregma. En arrière, entre le point de jonction entre la suture lambdoïde et la suture sagittale est appelé lambda. En avant et latéralement, on a le point de jonction entre le frontal, le temporal, le pariétal et la grande aile du sphénoïde, qui est ce point qu'on voit ici, qui est appelé ptérion. Et latéralement en arrière, on a le point de jonction entre le temporal, l'occipital et le processus mastoïde de l'os temporal, qui est ce point qu'on voit ici, qui est appelé astérion. Maintenant, on va étudier notre voûte sur une vue endocrânienne. La voûte est concave d'avant en arrière. Cette concavité permet de mouler et de longer l'encéphale. Ce qui attire notre attention sur cette vue, c'est la présence sur la ligne médiane
et antérieurement de la crête frontale interne, toujours sur la ligne médiane, mais postérieurement cette fois-ci, de la protubérance occipitale interne. Entre la crête frontale interne et la protubérance occipitale interne se trouve la gouttière du sinus longitudinal supérieur. Paralatéralement à cette gouttière, on trouve les granules de Pacchioni où se fait la résorption du liquide céphalorachidien. Latéralement sur les pariétaux se trouvent les sillons de l'artère méningée moyenne qu'on peut bien voir et sentir ici. Cette artère est très importante car en cas de fracture, sa lésion entraîne une hémorragie comprimant le cerveau. Étudions maintenant de plus près la base du crâne. En effet, celle-ci, comme on l'avait dit tout à l'heure, est constituée par des os épais et résistants parce que cette base est destinée à supporter l'encéphale. Donc, c'est pour cela qu'elle devrait être résistante. Comme on le voit ici sur cette vue endocrânienne, cette base est constituée de différents étages qui sont en effet disposés selon un système d'escalier. Donc, ces étages sont disposés d'avant en arrière et de haut en bas. En avant, on a l'étage fronto-ethmoïdal ou bien appelé aussi étage antéro-supérieur qui est la fosse cérébrale antérieure. Moyennement, on voit bien ici en mauve et en jaune l'étage moyen temporo-sphénoïdal qui est la fosse cérébrale moyenne. Et enfin, en arrière, on voit bien ici en mauve et en marron l'étage postérieur occipito-temporal, c'est la fosse cérébelleuse. Comme on voit bien sur cette vue, cette base du crâne n'est pas complètement fermée. En effet, elle présente divers orifices qui livrent passage à des éléments vasculo-nerveux importants qui font communiquer le contenu de cette boîte crânienne avec le reste du corps. Étudions maintenant les orifices de cet étage antérieur. En effet, cet étage présente le trou borne ici en avant qui donne insertion à la faux du cerveau. On a les orifices de la lame criblée de l'ethmoïde qui livre passage au nerf olfactif destiné à la région olfactive des fosses nasales. Et enfin, les trous ethmoïdaux antérieurs et postérieurs qui livrent passage aux artères, aux veines et aux nerfs ethmoïdaux. On a cet orifice qui est formé par les petites ailes du sphénoïde. Celui-ci est appelé l'orifice optique. Il livre passage au nerf du même nom. C'est le nerf optique destiné au globe oculaire et à l'artère ophtalmique destinée aussi au globe oculaire. Maintenant, on va détailler l'étage moyen où se trouve un très grand nombre d'orifices essentiellement localisés au niveau de l'os sphénoïde. On a tout d'abord la fente sphénoïdale ou fissure orbitaire supérieure qui naît à partir de la petite aile ainsi que de la grande aile du sphénoïde. Cette fente fait communiquer la cavité crânienne avec l'orbite. L'orbite où se trouve le globe oculaire. Il est donc tout à fait logique que les éléments qui passent par là vascularisent et innervent le globe oculaire. Du coup, on a le passage de la veine ophtalmique, du nerf oculomoteur commun, le 3, du nerf pathétique, le 4, l'oculomoteur externe, le 6. On note aussi la présence du nerf ophtalmique 5-1, branche du trijumeau. Ici, un peu plus bas, on a le trou grand rang. Trou grand rang livre le passage au nerf maxillaire supérieur 5-2, branche du trijumeau. Là, de forme ovale, on a le trou ovale qui laisse passer le nerf maxillaire inférieur 5-3, branche du trijumeau, ainsi que l'artère petite méningée. Un peu plus bas, on a là le trou petit rang qui livre passage à l'artère méningée moyenne. Enfin, on trouve le trou déchiré antérieur qui naît à partir de 3 os, le sphénoïde, le temporal ainsi que l'occipital. Ce trou compte à décrire 2 compartiments, un compartiment interne ici en jaune et un compartiment externe ici en mauve. Le compartiment interne livre passage à l'artère carotide interne où elle se repose après avoir pénétré par le trou carotidien qui naît au sommet de la pyramide pétreuse. On note aussi la présence du plexus carotide interne.
différents orifices de cet étage postérieur. On va commencer par cet orifice-là qui est creusé au niveau de la pyramide pétreuse de l'os temporal. En effet, cet orifice est appelé le trou auditif interne. Comme nous le savons tous, la pyramide pétreuse est destinée à loger l'oreille moyenne et l'oreille interne. Donc logiquement, cet orifice va livrer passage à des éléments destinés à l'oreille moyenne et l'oreille interne, qui sont le nerf auditif interne ou bien le 8 et l'artère auditive interne. Cet orifice livre aussi passage au nerf facial ou bien le 7. On passe maintenant à cet orifice qu'on voit ici, au niveau de l'os occipital, c'est le canal condylien antérieur. Ce canal condylien antérieur livre passage au nerf grand hypoglosse ou bien le 12. On a aussi ce foramen qui est délimité en haut par la pyramide pétreuse de l'os temporal et en bas par l'os occipital, c'est le foramen déchiré postérieur. Celui-ci est destiné à livrer passage au nerf glossopharyngien, le 9, le nerf vague, le 10 et le nerf spinal, le 12. Il livre passage également à un élément très important. En effet, comme on le voit ici, on voit ce sillon-là qui est destiné à loger le sinus latéral qui va converger à ce niveau pour se jeter dans la veine jugulaire interne. On a aussi cet orifice qui est un orifice bien délimité, bien grand et bien visible. C'est le foramen magnum qui va livrer passage à la moelle épinière qui continue le système nerveux central dans le canal vertébral ainsi que les artères vertébrales. On a un autre orifice qui n'est pas visible sur une vue endocrânienne mais qu'on voit sur une vue exocrânienne. C'est le méa acoustique externe qui permet à l'oreille de communiquer avec le milieu extérieur. Et si on parlait maintenant sur l'évolution du crâne? Parce qu'en effet, avant de devenir cette boîte osseuse rigide, résistante, destinée à loger et à protéger l'encéphale, le crâne était à la base un ensemble d'os qui n'étaient pas encore soudés entre eux. Mais avant de parler de ça, il faudra d'abord parler de l'origine constitutionnelle différente de la voûte et de la base du crâne, d'où leur différence de consistance et de résistance. En effet, comme on l'avait dit tout à l'heure, la voûte est mince parce qu'elle est d'origine membraneuse. Par contre, la base, elle est résistante, en effet parce qu'elle est d'origine cartilagineuse. À la naissance, les principaux os du crâne ne sont pas encore soudés entre eux. Et entre les parties osseuses, il y a ce qu'on appelle les fontanelles qu'on voit bien sur cette illustration. Ces fontanelles sont en fait des membranes cartilagineuses molles qui vont se durcir au fur et à mesure, généralement entre le 8e et le 18e mois de la vie, et il y en a normalement 6. On voit bien sur cette illustration cette grande fontanelle lozongique antérieure. Elle est appelée prégma. Elle est de grande importance sur le plan clinique. On verra tout à l'heure. En arrière, on voit cette petite fontanelle de forme triangulaire qui est appelée lambda. En avant et latéralement, on voit bien cette fontanelle qui est située entre l'os frontal, l'os temporal et l'os pariétal. Et la grande eltus phénoïde, c'est le ptérion. En arrière et latéralement et de chaque côté, on voit aussi cette partie qui n'est pas encore soudée, qui n'est pas encore dure, située entre l'os temporal, l'os occipital et l'os pariétal, qui est appelée astérium. Il faut noter aussi quelque chose de très important, c'est que entre les différents points, entre les différents os et même dans l'épaisseur des os eux-mêmes, on peut trouver ce qu'on appelle les os vormiens, qui sont de petits ocellets surnuméraires inconstants, qui ne sont pas toujours existants, qui ne sont pas toujours présents. Et lorsqu'on les retrouve, il faut savoir que c'est tout à fait physiologique et qu'on n'est pas face à un cas pathologique. C'est bien beau de connaître la disposition de ces fontanelles, mais ce qui est encore plus important, c'est de connaître le rôle de celles-ci. Les fontanelles permettent la communication avec les éléments présents dans la boîte crânienne. Du coup, on peut faire une ponction, comme la ponction du liquide céphalorachidien, si celle-ci n'est pas possible par voie lombaire, comme dans le cas du myéloméningocèle, type du spina bifida.
Mais faites très attention. Si vous voulez faire une ponction, il faut impérativement vous assurer que vous n'êtes pas en cas d'hypertension intracrânienne. Car imaginez avec moi, s'il y a une très grande pression qui s'exerce à l'intérieur de la boîte crânienne et que subitement il y a une dépression faite par le trou, tous les éléments présents dans cette boîte vont essayer de s'échapper à partir de ce trou, dans ce qu'on appelle une hernie. Donc, assurez-vous que vous n'êtes pas en cas d'hypertension intracrânienne en faisant soit un fond d'œil, soit un scanner. Les fontanelles permettent aussi de mieux apprécier la position du fœtus lors de l'accouchement. Je m'explique. La fontanelle antérieure et losangique est large, alors que la postérieure est triangulaire et étroite. Du fait de cette différence, on peut savoir si le fœtus a la tête bien placée lors de l'accouchement ou pas. Les fontanelles nous orientent aussi sur la présence d'une hypertension intracrânienne ou d'une déshydratation. Lors d'une hypertension intracrânienne, la fontanelle devient convexe, alors que lors d'une déshydratation, elle devient concave. On arrive à la fin de cette première vidéo. J'espère que, vous savez quoi, je vais plutôt laisser le crâne conclure. Vas-y. Ma voûte a été agitée tout le long de cette vidéo. J'espère que je n'ai subi aucun traumatisme. Les prochaines vidéos nous le confirmeront. D'ici là, bon vent. Ma base. Coupé.